tous les mecs classiques, les mecs chics à la boutique La Londoloise. Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité politique, sociale et économique. On les met sur la table avec un invité. On tente de brosser et d'analyser cette actualité. Vous le savez, l'actualité politique dans le pays reste dominée par les consultations lancées par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a reçu les hommes politiques et récemment, il a rencontré les anciens candidats présidents de la République. De quoi était-il question? Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces consultations? On en parle. On revient également sur ce qui est désormais considéré comme un scandale, le scandale de la reddition des comptes avec la présidence de la République qui a dépassé de plusieurs centaines de pourcents le budget pour l'exercice 2019. Les députés du FCC montent au créneau. Alphonse Ngoïka Sanji crie au scandale et demande à ceux qui sont au pouvoir de pouvoir la boucler parce que ce qui s'est fait, même Kabila ne l'a pas fait. On parlera de ça. On parlera un peu de l'économie, de la situation économique qui paraît de plus en plus catastrophique avec la liquidation de la BIAC. Où en sommes-nous? Quoi de plus normal que de recevoir un spécialiste dans ce domaine-là? Monsieur Noël Tiani est avec nous. Monsieur Tiani, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à CPL Télévision. Toujours un grand plaisir de vous avoir. J'aime vous avoir parce que les émissions avec vous, c'est à la fois pédagogique, à la fois politique, à la fois scientifique. Et nos téléspectateurs aiment beaucoup ça. Donc c'est un honneur et un privilège pour nous de nous avoir. Je voulais quand même revenir sur certains messages que j'ai lus lors de la dernière émission que nous avons fait ici ensemble, où vous parliez de vous. Beaucoup ont dit que vous êtes un demandeur d'emploi, un orgueilleux, vous parlez de vos diplômes, vous visez la Banque centrale. Ça vous dérange que le Congolais soit aussi mal à l'aise que vous parliez de ce qui vous êtes exactement, M. Tiani? Vous savez, nous sommes dans une société composée de beaucoup de personnes. Nous avons des meilleurs parmi nous et nous avons des médiocres. Les médiocres ne veulent pas apprendre des meilleurs. C'est leur problème. Moi, je suis ce que je suis. Et je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucune crainte à dire qui je suis. Et je voudrais répéter s'ils veulent savoir. Parce que la fois dernière, au fait, je n'étais pas assez complet en me présentant. Si vous me permettez, je pourrais me présenter maintenant pour que les gens sachent exactement qui est Dr Noël Tiani. Non, mais ça ne vous dérange pas que les gens disent vous parlez de vos diplômes parce que comme si c'était un CV que vous drainiez à la télévision, comme si vous étiez les meilleurs de tous les Congolais, comme si vous étiez un demandeur d'emploi. Ça ne vous embête pas, monsieur Tiani? Ça ne m'embête pas du tout et je voudrais reconnaître une chose. Je voudrais reconnaître que parmi nous, il y a des gens qui sont meilleurs dans certains domaines et d'autres qui sont mauvais dans certains domaines. Vous savez, par exemple, Trésor Mputu, il est meilleur que moi dans le domaine du football. Vous savez, par exemple, Kofi Olomide, il est meilleur que moi dans le domaine de la musique. Mais moi, Noël Tiani, je suis meilleur que la plupart des Congolais, sinon tous, dans le domaine de la finance. Sinon tous. Des banques, de la finance, de l'économie monétaire. Je suis spécialiste de ces choses-là et c'est pour ça que le gouvernement du Zaïre avait dépensé beaucoup d'argent. Qui êtes-vous, Noël Tiani? Parlons-en. Qui êtes-vous? Voilà un petit garçon né en Ganajika. Dans le Kasaï oriental. Dans le Kasaï, l'actuelle province de Lomami. J'ai fait l'école primaire et secondaire. Une parenthèse. Vous êtes mal à l'aise parce que j'entends que les gens de Ngandajika se disent en principe Ngandajika devait rester pas aller vers la province de Lomami. Vous êtes à l'aise, ça ne vous dérange pas ces découpages-là, hein, Je considère que les découpages qui avaient été faits n'était pas très rationnel. Par exemple, pourquoi séparer Ngandajika de l'actuelle province du Kasaï oriental alors qu'il y a beaucoup d'affinités? Je voudrais par exemple vous montrer combien il n'y a pas eu de rationalité. L'actuelle province du Kasaï oriental, M. Maweja, je ne veux pas faire de jugement de valeur sur lui. Il est originaire de la province de Lomami. C'est mon oncle maternel en d'autres termes. Alors, s'il est originaire de la Lomami, il est gouverneur donc de la province du Kasaï oriental, c'est qu'il y a beaucoup d'affinités entre ces coins-là. Quand on prend Monédit, on va le mettre vers Kabinda, là aussi, il y a quand même un problème sérieux. Là. Bon, moi je ne vois pas. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on donne donc à ces provinces, à chacune de nos provinces, des moyens pour qu'elles puissent se développer correctement. Malheureusement, ces provinces-là ne reçoivent pas grand-chose comme ressources pour pouvoir faire des investissements, construire des routes, installer de l'électricité. Ça crée un malaise social. Donc, si nous sommes rationnels en tant que Congolais, faisons des allocations budgétaires qui permettent à toutes les provinces de pouvoir investir
construire donc ce qu'il faut, les écoles, les hôpitaux, les routes, les aéroports. Et en ce moment-là, qu'on donne des moyens de vivre aux gens. Si on arrive à faire cela, je pense que ces malaises-là ne vont pas exister. Les gens vont se sentir à l'aise d'être dans la Lomami ou bien d'être dans la province du Kasaï oriental. Revenons à ce que vous disiez. Vous êtes né donc en Gandajika. Je suis né en Gandajika. Comme on dit, chez le Walouba. Je suis né en Gandajika. J'ai étudié là-bas à l'école primaire et secondaire. J'ai terminé au collège Saint-Georges. Pour ceux qui connaissent le Kasaï, donc c'est une école qui était très réputée à l'époque, tenue par les missionnaires belges. J'ai obtenu mon diplôme d'État. Si je mentionne que j'étais le premier de mon centre d'examen d'État, les gens vont dire, mais voilà, encore il parle de lui. Mais c'est ça la vérité. Je suis sorti de là, je suis allé à l'université. Arrivé à Kinshasa, le gouvernement de la RDC du Zaïre à l'époque me donne la bourse pour aller étudier à l'étranger. Je m'en vais en Belgique. J'étudie jusqu'à obtenir ma maîtrise en sciences économiques à l'université de Liège. Après avoir terminé à Liège, je suis allé à l'université de Grenoble en France, où j'ai fait le diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion financière et fiscalité, pour ceux qui veulent savoir. J'étais major de ma promotion. Major, ça veut dire premier de la classe. Après avoir terminé cela, je m'en vais à Paris, où je suis à l'Institut supérieur de gestion, où je rencontre Martin Fayoulou. J'ai fait le 3e cycle. Vous avez étudié avec Fayoulou là-bas? On n'a pas étudié directement dans les mêmes classes, mais on était dans la même école. Okay. Voilà. Donc, j'obtiens le diplôme donc, du 3e cycle de l'Institut supérieur de gestion en finance internationale. Cette école m'a envoyé aux États-Unis, à l'université American University of America à San Francisco. J'ai commencé les études donc, de MBA que je n'avais pas terminé là-bas parce qu'on dispensait simplement une portion de cours. Je m'en vais à New York, à Delphi University, dans le Wall Street, et j'obtiens le diplôme de Masters of Business Administration, c'est-à-dire maîtrise en administration des affaires, avec spécialisation en banque, finance et marché financier. Après avoir terminé, je suis recruté par une banque américaine. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans 3 banques au total, au fait. Republic National Bank of New York, Citibank et JP Morgan Chase. Après avoir terminé tout cela, je suis recruté par la Banque mondiale. Je suis à Washington, où je reste pendant une 30aine d'années comme spécialiste financier principal, travaillant sur les questions de réforme des banques centrales, de réforme des systèmes financiers, des questions de politique monétaire, de réforme des économies dans plusieurs pays sur les 5 continents. J'étais directeur résident de la Banque mondiale. Et je quitte la Banque mondiale. Pendant que j'étais donc à la Banque mondiale, je faisais aussi mon doctorat à Paris. J'ai terminé donc mon doctorat en sciences économiques à l'Université de Paris 9 Dauphine, en France, avec spécialisation en banque et marché financier. Et j'ai fait une thèse de doctorat qui a porté sur la RDC, indépendance des banques centrales, obligation de rendre compte, impact sur la politique monétaire, application à la RDC, donc application à la Banque centrale du Congo. Donc vous connaissez bien la Banque centrale, parce que vous avez étudié. Je connais non seulement la Banque centrale du Congo, mais je connais très bien les systèmes financiers, non pas simplement congolais, mais les systèmes financiers du monde entier. J'ai travaillé sur la restructuration des banques, des grandes banques en Chine, en Indonésie. J'ai travaillé sur les conditions de restructuration bancaire dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, le Mali, les îles du Cap-Vert, la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé sur tous les Caraïbes. Donc, je suis spécialiste de ce secteur-là. Après avoir terminé donc le doctorat à Paris, j'ai dû faire des études postdoctorales à l'université de Harvard aux États-Unis dans le domaine donc de leadership et management. Donc voilà, grosso modo, ce que je fais dans ma vie. Vous êtes donc une tête bien faite, si l'on peut dire. Mais pourquoi votre pays ne vous utilise pas? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que dans ce pays, la méritocratie ne prime pas? Vous êtes de ceux qui pensent que dans ce pays, il faut une certaine médiocrité courir derrière les gens et que le Congo, les Congolais n'ont pas la capacité d'aller dénicher ceux des meilleurs entre eux pour leur donner de grandes fonctions? Je pense que nous devons travailler davantage pour que l'on puisse mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans notre pays. Mais je voudrais dire que mon pays a dû m'utiliser pendant très peu de temps. Pendant que j'étais haut fonctionnaire à la Banque mondiale, le président Laurent Désiré Kabila m'avait appelé ici. C'est moi qui avais mis en place la commission de réforme de la monnaie qui avait conçu le franc congolais en 1997 et qu'on a lancé le 13 juin 1998. Et j'ai la particularité d'avoir regardé le président de la République dans les yeux pour lui dire, monsieur, vous savez quoi, on ne va pas faire une monnaie avec votre photo sur les billets des banques. Pourquoi? Parce que si nous le faisons,
Les mêmes raisons qui vous ont amené à demander qu'on change la monnaie rapidement parce que Mobutu n'est plus au pouvoir, alors qu'il nous a laissé le Zaïre monnaie avec ses photos partout. Les mêmes raisons vont nous suivre encore. Donc demain, si vous n'êtes plus au pouvoir, on sera obligé de faire la même réforme monétaire pour enlever vos billets, des billets avec votre effigie, et faire de nouveaux billets. Donc sortons de ce cercle vicieux. Faisons une fois pour toutes une monnaie qui ne sera pas liée à un homme d'État, à un homme politique, à un président de la République au pouvoir. Et M. Laurent Désiré Kabila était nationaliste suffisamment. Il avait compris cela, il m'avait dit, vous savez quoi, nous allons le faire. Et ceux qui pensent que je devrais mettre mes photos sur les billets des banques, ce sont des mouboutistes de toutes les façons, il ne faut pas donc les suivre. C'est comme ça que nous avons le franc congolais aujourd'hui, qui n'a pas les effigies du chef de l'État. Vous le regrettez, Mouzé? Vous pensez que c'était un Congolais parmi quand même un des rares qui a aimé ce pays, qui a travaillé pour le Congo? Honnêtement, le peu de temps que je l'ai fréquenté, il avait une vision pour ce pays? C'est quelqu'un qui avait la bonne volonté et qui était très nationaliste, très patriote. Et il savait ce qu'il voulait faire. Malheureusement, il était un peu chiffon. Il faisait des choses n'importe comment. C'est-à-dire chiffon, un peu à l'emporte-pièce, pas organisé, pas structuré. Il n'était pas organisé. Il faisait une chose et son contraire en même temps. Donc, mais je peux comprendre. Ça vient peut-être donc de son background, de ce qu'il a fait donc dans le passé. Mais sincèrement, c'est quelqu'un qui aimait le pays, qui voulait que le Congo puisse être géré par les Congolais. Je me rappelle à l'époque, je lui avais posé une question. Je lui avais dit, mais vous m'avez fait venir de Washington pour venir vous aider ici. Mais quand je débarque, je constate que dans cette salle, pendant que je vous parle, il y a des militaires rwandais qui sont donc dans des coins de rue avec des armes. Mais c'est quoi cette histoire? Il m'avait dit, vous savez quoi? Je sais ce que je fais. Je vous ai fait venir parce que je voudrais faire venir donc le plus de Congolais possible comme vous. Et quand vous serez suffisamment nombreux, ces Rwandais-là, ils vont rentrer chez eux. Il m'avait dit ça, c'était au mois de mai 1997. Il venait d'arriver. Donc, c'était quelqu'un qui avait une vision, un plan. Malheureusement, ça a mal tourné. Rien à voir avec son successeur, son fils, hein? Bon, son successeur, je ne connais pas son degré de patriotisme. Je ne sais pas. Parce que de lui, vous ne parlez qu'en mal, hein, de son fils-là. Non, je ne parle pas que du mal de lui. Mais je constate simplement qu'il a fait beaucoup de dégâts à notre pays. Il s'est mis dans un système de prédation où les ressources naturelles du Congo ont été vendues à vil prix à ses amis étrangers. Et lui-même, il s'est mis dans cette course-là d'enrichissement illicite où il a aujourd'hui près de 120 concessions minières en République démocratique du Congo. C'est pratiquement, il est propriétaire de la moitié du pays, si on peut dire ainsi. Et il est très riche. Alors, moi, je ne sais pas à quoi lui sert donc cette richesse-là si la population qu'il a gérée pendant 18 ans est en train de mourir de faim. C'est ça la différence que j'ai avec lui. J'ai une différence philosophique. Je voudrais bien que le Congolais puisse être bien géré, que les richesses du pays puissent profiter à tout le peuple congolais, et toute personne qui ne s'inscrit pas dans cette vision que moi j'ai de la République, je ne serai pas ami avec cette personne-là. Ils m'ont appelé pour me dire le problème, est-ce que vous avez à un moment donné tenté de les contacter, négocier qu'il vous nomme gouverneur, comme il vous a jamais nommé comme gouverneur de la Banque centrale, vous vouez une haine viscérale contre Kabila. Joseph, c'est ça le problème, hein. Il peut raconter ce qu'il veut, mais je voudrais vous rappeler une chose, c'est que son père avait demandé que je sois gouverneur de la Banque centrale. Quand j'ai quitté Washington, c'était avec la compréhension que je serais gouverneur de la Banque centrale sur demande de son père. Quand je suis arrivé ici, il y a eu des questions de tribalisme où il disait, tu vas être d'abord vice-gouverneur, et je lui ai dit, je ne le ferai pas. Donc, ce n'est pas une question d'être gouverneur, vice-gouverneur. Je suis très confortable comme je suis aujourd'hui. Je ne pourrais accepter un poste en République démocratique du Congo que si je sais que je peux faire la différence. Je ne le ferai pas pour gagner de l'argent. Je ne le ferai pas parce que je n'en ai pas besoin. Donc, je ferai ce qui est bien pour mon peuple. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu cette opportunité-là. Noël Tiani, ça c'était juste des questions de départ. Allons dans le fond. Je voudrais qu'on commence avec les finances. Les finances, c'est la loi sur la reddition des comptes. Vous êtes un spécialiste dans ce domaine. Vous savez qu'il y a un budget. Avant le vote d'un autre budget, il y a la loi sur la reddition des comptes. Le ministre des Finances était à l'Assemblée nationale pour la loi de reddition des comptes. Un scandale ahurissant a éclaté hier. Beaucoup de députés ont crié au diable contre Félix-Antoine Tshisekedi. On a vu que la présidence de Félix Tshisekedi a dépassé de plusieurs centaines de pourcents le budget alloué. Comment pouvons-nous croire aux autorités qui eux-mêmes ne respectent pas une loi budgétaire comme le président Tshisekedi par exemple? Bon, je voudrais que vous puissiez réaliser que je ne suis pas venu ici comme délégué de Félix-Antoine Tshisekedi pour venir défendre sa performance, mais je voudrais de façon objective faire l'analyse des chiffres et de ce qui se passe. Nous avons un budget, quand il est préparé par le gouvernement,
avant qu'il ne soit adopté par le Parlement. C'est un budget. Une fois qu'il est adopté par le Parlement, il devient la loi des finances. Et cette loi des finances doit s'appliquer à tout le monde. Quand on a fait la répartition des ressources budgétaires à telle ou telle institution, il faut que cette institution vive dans les limites de ses allocations. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Je sais que le Congo a vécu une situation spéciale où nous avons la fin d'un régime et l'arrivée d'un nouveau président de la République. Joseph Kabila a dû recevoir les indemnités de sortie en tant qu'ancien président de la République. Il a fait la remise-reprise avec Félix Antoine Tshisekedi. Il est payé pour ça, beaucoup d'argent, qui entre dans la catégorie présidence de la République. Donc ça rentre dans la rubrique présidence de la République. Dans la rubrique présidence de la République. En plus de cela aussi, Joseph Kabila reçoit une pension alimentaire. Pension de 670 000 $. Quand je dénonce ça chaque fois, les gens, vous me dites, des gens comme vous dites que j'ai des choses contre lui. Non, je considère qu'il coûte trop cher à la République. 670 000 $ par mois, ça veut dire 8 millions de dollars par an pour un individu. Ça entre dans cette catégorie-là. En plus de cela, il faut dire que le président entrant, Félix Antoine Tshisekedi, quand il arrive, il est payé aussi les indemnités d'entrée. Donc, ce sont des dépenses exceptionnelles qui ont eu lieu pendant cette année-là et qui ont gonflé la catégorie présidence de la République. Moi, je voudrais que nos députés puissent saisir cette opportunité. Et je m'adresse particulièrement aux députés FCC, parce que c'est eux qui ont soulevé ça en disant « ce président, il est un grand dépensier ». Je reconnais que la présidence de la République a dépensé trop d'argent avec toutes les catégories que je viens de mentionner là. Je voudrais qu'on en profite, par exemple, pour mettre sur la table la révision de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Parce que ce Congo n'a pas de moyens pour continuer à payer à Joseph Kabila 670 000 $ par mois ou 8 millions de dollars par an. C'est trop. Un président américain qui n'est plus au pouvoir touche 450 000 $ par an. Il ne faut pas que Joseph Kabila puisse toucher 8 millions de dollars plusieurs fois le montant que touche par exemple un président américain, alors que l'Amérique est plus riche que la RDC. 20 fois plus qu'un président américain. Je demande qu'il y ait révision de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Ça va diminuer déjà cette catégorie-là. Et je sais que l'année prochaine, on devra bien examiner cette catégorie encore parce qu'on ne va pas répéter les frais de sortie de Joseph Kabila ou bien d'entrée de Félix Antoine Tshisekedi. Donc il faut qu'on ramène les dépenses de la présidence de la République dans les limites du raisonnable. Donc vous ne comprenez pas l'acharnement d'Ngoï Kassanji lorsqu'il dit qu'ils doivent se taire, ils nous donnent des leçons, alors que voilà, ils dépassent. Ça, c'est un déficit en matière de maîtrise des dépenses publiques. Je voudrais demander à cette personne-là d'être un peu plus rationnel et d'être plus juste. Il a été gouverneur de province pendant plusieurs années sous le régime de Joseph Kabila. Je voudrais lui demander s'il a dû faire la reddition des comptes pendant qu'il était gouverneur au Kasaï oriental pendant toutes ces années-là, et je voudrais qu'il puisse publier ces chiffres pour que nous puissions les évaluer et savoir s'il a des leçons à donner à qui que ce soit. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, aujourd'hui nous parlons de la reddition des comptes sous Félix Antoine Tshisekedi. C'est la première année, je peux dire, sous Joseph Kabila. Il y a eu des redditions de comptes. Je voudrais qu'on publie cela et qu'on sache combien Joseph Kabila a dépensé. Moi, je me rappelle d'avoir crié plusieurs fois des dépassements budgétaires par la présidence de la République de l'ordre de 300-400%. Ce n'est pas du tout acceptable. Moi, je veux que quand il y a la loi des finances, que tout le monde, toutes les institutions respectent les allocations qui ont été faites, parce que chaque fois qu'il y a une catégorie qui consomme plus que les autres, ça veut dire que cet argent-là que la présidence de la République dépense a été subtilisé, par exemple, du système éducatif ou bien de la santé. Donc, on appauvrit des secteurs où on a besoin d'argent pour faire la différence donc, dans la vie des gens, au profit donc des institutions qui sont budgétivores, mais qui ne produisent absolument donc rien. Donc, j'apprécie les commentaires faits par ce sénateur-là, mais je voudrais lui demander de savoir que de reconnaître que le FCC n'est pas un symbole donc de bonne gouvernance. On ne peut pas recevoir des leçons là-bas. On ne peut pas recevoir des leçons là-bas. Je vais vous dire pourquoi. Pendant les 18 années de Joseph Kabila à la tête du pays, notre pays est classé comme étant l'un des plus corrompus du monde, pas Transparency International, pas les organisations internationales. Si on a été les plus corrompus du monde, on est des gros dépensiers. Donc ce ne sont pas ces gens-là qui peuvent donner des leçons aujourd'hui. Je veux qu'on s'améliore, mais qu'on ne reçoive pas des leçons de ceux qui sont déjà des mauvais élèves et qui ont brillé par la mauvaise gouvernance pendant qu'ils étaient donc en poste.
Aujourd'hui, c'est que M. Ngoï Kassaj est en train de faire, c'est de l'acharnement sur Félix Antoine Tshisekedi. C'est tout. Ok, c'est donc l'acharnement et on lui demande de se taire et de se calmer parce qu'à leur époque, selon ce que vous dites, ils n'ont rien fait. Je voudrais qu'on reste dans l'économie, mais bon, parlons politique, je vous ramènerai l'économie parce que je voudrais quand même qu'on parle de la situation de la BIAC. Vous avez quand même une idée, mais aussi de la question de la mobilisation des recettes avec les petits budgets qu'on nous prépare d'environ 6 milliards de francs congolais, ça nous fera à peu près 4 milliards de dollars américains. Vous avez été reçu par le président de la République dans le cadre des consultations que Félix Antoine Tshisekedi a lancées. Je sais que vous allez me dire que vous réservez la primeur. Comment avez-vous vu l'homme? Qu'est-ce que le président vous a dit et qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui, vous avez bien anticipé les discussions qu'on a eues avec le président de la République ou bien les mémorandums que moi personnellement je leur ai mis. Il y a des choses qui sont inscrites dans ce mémorandum-là. Je ne peux pas les dévoiler sur la place publique parce que c'est adressé au chef de l'État. C'est à lui de pouvoir utiliser cela dans l'intérêt donc du peuple congolais, mais d'une façon superficielle. Je vous dirais que j'étais très impressionné d'abord par la personne du président Félix Antoine Tshisekedi. Il m'a donné l'impression d'être très attentif à tout ce que nous disions. Quand nous sommes arrivés, on était une dizaine de candidats, des anciens candidats à la présidence de la République, et on a bien présenté les choses en lui disant on n'est pas venu comme un collectif, on est venu chacun pour soi, chacun représentant son parti politique ou bien son regroupement. Mais c'est pas ce que Théodore Ngoï nous a dit après. Hein. Ce que Ngoï a dit, ce n'est pas correct. Parce qu'il a dit qu'au nom du collectif, vous lui avez demandé de rencontrer Kabila, vous lui avez dit que la solution c'est entre les deux. Non, c'est pas il vrai. parlait au nom du collectif des anciens candidats président de la République. Non, il n'a pas été mandaté de parler au nom des anciens candidats de la République. Nous avons dit au président de la République... Chacun était venu, chacun pour soi. On a dit au président de la République, et d'ailleurs c'est Ngoï lui-même qui a dit au président de la République que chacun de nous a reçu un coup de fil ce matin du protocole d'État l'invitant à venir et qu'on ne savait même pas qu'il y a d'autres qui allaient venir, on s'est retrouvés là-bas. Donc on n'avait pas un collectif, on n'avait pas préparé un mémo commun, on n'avait pas des idées communes à présenter au chef de l'État. Et il nous avait permis alors chacun de nous de présenter ses idées. C'est dans ce cadre-là que moi je lui ai remis le mémo que j'avais préparé. Mais mon impression globale, d'une façon générale, était que le président m'a paru très sincère. Il écoutait très minutieusement. Il avait un carnet, il avait un stylo. Et chaque fois que moi je parlais, il prenait des notes. Donc j'étais très impressionné par ça. Et il a passé la parole donc d'un candidat à l'autre. Et il a fait la même chose avec chacun de nous. Et quand il avait des questions de suivi pour comprendre ce que la personne a dit, il posait des suivis. Il m'a donné l'impression d'être très studieux, très attentif et de vouloir chercher à avoir des bonnes recommandations à utiliser dans les décisions qu'il va présenter donc au peuple congolais donc vers la fin. Moi, je voudrais saluer cette initiative-là. Et je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que je parle ici en tant que spécialiste du développement. Vous savez, dans un pays, quand on a une gestion du pays par un groupe tel que le FCC et le CACH, ce FCC, le CACH, il faut qu'on se pose la question, il représente quel pourcentage de la population? Moi, je dirais pas plus de 10% de la population. Donc, la grande portion de la population n'est pas concernée par ce que fait le FCC CACH. Donc, le président de la République a fait le constat que jusqu'à présent, la gestion n'a pas donné de résultats probants pour atteindre les défis de développement auxquels le peuple congolais s'attend. La disponibilité de l'eau potable, de l'électricité, des infrastructures de base, l'accès des enfants à l'éducation de qualité, aux soins de santé, ainsi de suite. Et là, il s'est des douanes, il trouve un bouc émissaire. Il dit, c'est pas moi, c'est eux, c'est le FCC. Après avoir fait ce diagnostic, il a dit, on ne peut pas gérer un pays avec un petit groupe et espérer réaliser des résultats tangibles dans le domaine du développement. Il a dit, je voudrais que nous puissions tous nous mettre ensemble. Venez autour de la table de la fraternité congolaise qu'il appelle l'union sacrée de la nation. Que chacun de nous vienne, qu'il vienne me dire ce qu'il pense, qu'il critique ce que nous avons fait, qu'il fasse des propositions et qu'on tienne compte de ces propositions-là pour définir une nouvelle action gouvernementale que nous allons mettre ensemble, tous collectivement, dans le cadre de l'union sacrée de la nation qu'il va mettre donc en place. Moi, je voudrais saluer cette initiative-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en matière de développement, ça permet de construire ce que j'appelle l'appropriation du programme gouvernemental. C'est-à-dire que tout le monde devient partie prenante de ce que le gouvernement fait. Même quand on va sélectionner les meilleurs qu'on va mettre sur le terrain, tout le reste qui ne sont pas donc sur le terrain, tout le reste, ils devront soutenir l'action de ceux qui sont sur le terrain. Je trouve que c'est une démarche originale et je voudrais encourager cela.
Je voudrais en profiter pour demander à ceux qui hésitent encore. Les Martin Fayoulou, À tout le monde. J'ai dû faire un appel à tout le monde, y inclus à Martin Fayoulou, à tous les autres, en leur disant, vous savez quoi, nous devons vivre avec ce que nous avons. On ne peut plus refaire les élections aujourd'hui là, et on ne peut plus changer les résultats des élections aujourd'hui là. Nous avons ce que nous avons. Je vous conseille d'aller le voir, de parler avec lui et d'exprimer vos frustrations, votre anger en anglais, en français c'est quoi? Votre colère. Donc d'exprimer votre colère en lui disant nous ne sommes pas d'accord de la façon dont les choses se sont passées. Voilà où nous sommes aujourd'hui et voici ce que nous recommandons. Pour que ensemble on arrive à adopter une stratégie qui pourra permettre au peuple congolais de retrouver son compte. Donc je demande à ceux qui hésitent encore de pouvoir suivre ce chemin-là. Et je voudrais saluer ceux qui ont déjà fait des démarches dans ce sens-là. Il y a Moïse Katumbi qui est venu du Katanga pour ça, Jean-Pierre Bemba qui est venu de l'Équateur pour ça. Il y a eu des gens qui sont venus de l'Équateur, des parlementaires, des sénateurs et consorts. Je voudrais saluer mon ancien qui s'est déplacé pour faire entendre sa voix. Je demande à tous les Congolais qui ont quelque chose à dire de ne pas laisser le peuple congolais mourir de faim éternellement à cause des intérêts égoïstes. Non, mais on dit que ces consultations sont inopportunes d'une certaine manière. On sait que le président a des problèmes avec Kabila, qui est son partenaire dans l'alliance. Pourquoi le président ne prend pas soin d'aller voir Kabila pour dire « Nous avons des problèmes sur ça, il y a blocage sur ça, il y a blocage sur ça ». Il règle les problèmes plutôt que de faire ces tralala, de prendre le pays en otage pendant plusieurs moments pour parler de consultations. Est-ce que ce n'est pas déplacer les débats et déplacer la cible, M. Tiani? Non, moi je ne crois pas que c'est déplacer le débat. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, la coalition FCC-Cash est basée sur un soi-disant accord signé entre Tshisekedi et Kabila. Vous et moi n'avons jamais vu cet accord-là. Donc nous ne sommes pas tenus de respecter cet accord-là. Mais nous constatons simplement que le pays qui est géré d'après cet accord ne marche pas. Donc aujourd'hui, cet accord prônait en quelque sorte l'exclusion. C'est-à-dire que tout ce qui doit être fait au niveau des institutions est réservé aux gens du FCC et aux gens du Cash qui ont montré leurs limites. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Pourquoi? Parce que pendant 18 ans, les gens du FCC ont géré ces pays-là. Ce n'est pas en prenant la même équipe qui a échoué, en y ajoutant quelques individus du Cash, qu'on pouvait s'attendre à des résultats différents. Le président de la République a vu clair en disant que cette coalition-là avec Kabila ne nous amène nulle part. Donc, il demande maintenant de faire une coalition avec tout le peuple congolais. Et je crois que cette façon de faire les choses change carrément la dynamique. On ne peut pas chercher à régler les problèmes avec la personne qui est responsable du problème. La personne qui est responsable du problème, c'est Joseph Kabila qui ne veut pas lâcher. Depuis qu'il est parti du pouvoir, il veut que quand Félix-Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République, veut prendre une décision, qu'il aille à Kingakati pour le consulter. Il a même le culot, en tant qu'ancien président, d'écrire au secrétaire général des Nations Unies. Je voulais en parler justement. Quand Kabila écrit, il dit que, selon certaines indiscrétions, il rappelle non seulement au secrétaire général des Nations Unies, mais également aux pays de la région et aux pays témoins de l'accord, que la gouvernance aujourd'hui est assise sur cet accord. Et il précise dans sa lettre, selon les indiscrétions, que c'est cet accord qui nous garantit la paix aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a risque aujourd'hui que Félix est en train de faire les consultations en sortant de cet accord, le pays ne risque pas de sombrer dans le désordre et nous ne risquons pas de manquer la paix? Je veux que Joseph Kabila reconnaisse une chose, que c'est un Congolais comme tous les autres. Il n'est pas plus spécial que Noël Tchani ou bien... C'est un ancien président. Moi, je n'ai pas dirigé le pays. Noël Tchani, vous n'avez pas dirigé le pays. Une fois que vous êtes un ancien président, vous devenez un citoyen ordinaire. C'est ça qu'il ne comprend pas. Aux États-Unis, Barack Obama, c'est un citoyen ordinaire. Bill Clinton, c'est un citoyen ordinaire. Ils n'ont pas le droit d'écrire aux Nations Unies pour dire aux Nations Unies, voici ce que nous demandons. Ce droit-là est réservé au président de la République. Il faut que Joseph Kabila réalise qu'il n'est plus chef de l'État. Et il ne parle plus au nom du peuple congolais. Il faut qu'il laisse le président de la République faire ce travail-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, quand il écrit là-bas en disant on doit respecter l'accord, mais cet accord-là prône quoi? Prône l'impunité contre les crimes de guerre et les crimes économiques et les crimes de sang. Donc il reconnaît qu'il est criminel, il veut être protégé, il veut qu'on puisse lui garantir l'impunité. Mais le président le savait, pourquoi il a signé? Le président Félix le savait. Mais nous sommes... Il a signé malgré ça, il a vendu le pays. Alors il faut qu'on le dise. J'arrive. Et puis il va très loin en disant aussi que le président de la République, dans toute décision qu'il doit prendre, il doit prendre cette décision après concertation donc avec nous. Non, messieurs, ça ne marche pas comme ça. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez eu plein pouvoir. Mais vous avez
transformer le pays dans un enfer sur terre, où les gens ne pouvaient plus vivre. Et aujourd'hui, laisser les autres personnes faire autre chose. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette démarche-là que mène M. Joseph Kabila et son groupe. Et qu'il aille aujourd'hui à envoyer donc des lettres au chef d'État de la SADC, à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine et consorts. C'est son droit. Il tire la sonnette d'alarme, M. Tiani. En réalité, il menace. Il vous dit faites attention, la paix est assise sur cet accord. En réalité, il menace de pouvoir faire la guerre parce que c'est tout ce qu'il connaît. Il menace de faire la guerre, de déstabiliser le pays. Il faudrait qu'on puisse l'amener devant le tribunal, qu'il aille se justifier là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas menacer la République démocratique du Congo. Nous sommes un grand pays. Et moi, je connais un peu comment le système des Nations Unies fonctionne. Les Nations Unies ne vont pas suivre un individu de Kingakati qui leur dit, non, on ne va pas le suivre, qui leur dit, le président de la République en poste ne peut pas prendre des décisions sauf s'il vient se concerter avec moi. Mais il se trompe de cible. Non, mais le président en place savait que c'était comme ça, mais il a quand même signé, M. Tiani, c'est ça le problème. Vous savez quoi? Il a signé, le président Tshisekedi. Je vais vous répondre. Ne le dédouanez pas, c'est un grand monsieur, il comprenait quand il signait. Je vais vous répondre maintenant. Vous savez que M. Kabila, quand il était président de la République, il ne voulait pas quitter le pouvoir. Il a utilisé toutes les astuces pour rester pendant longtemps et au point où ils ont même tenté d'échanger la loi électorale et consorts pour prolonger son séjour donc au sommet de l'État. Mais le peuple congolais a dit non à tout ça. Et on a réalisé que chaque fois que les gens tentaient de pouvoir le faire partir, de l'amener aux élections, il a envoyé des militaires dans les rues. On tirait sur nos compatriotes. Les Rossi Chimanga, les Thérèse Kapangala, les Mamadou Ndala, les Floribert Chebeya ont été tués par qui? Par le régime de Kabila, sous ses ordres ou bien sous les ordres de ses sbires. Mais maintenant que cette personne qui était dangereuse au sommet de l'État, il était ce qu'on appelle en anglais « armed and dangerous », armé et dangereux. On ne pouvait pas le faire partir de là. Il fallait, s'il réclame, qu'on lui signe un accord pour lui dire « tous les crimes que vous avez commis, on ne va pas vous poursuivre. » Il fallait signer cet accord-là. Moi, si j'étais à la place de Félix Antoine Tshisekedi, pour sauver le peuple congolais, j'aurais signé cet accord-là. Mais tout en sachant qu'au moment opportun, on va le remettre sur la table. Donc, c'est on ça va qui trahir. est arrivé. On va trahir. C'est ça. Non, on n'a pas trahi. C'est-à-dire que je signe, mais après, je vais vous trahir. Ça a été une stratégie. Non, ce n'est pas trahir. Non, mais c'est comme ça qu'on dit que Félix, il ne faut pas lui faire confiance, M. Tiani. Il fallait sauver le peuple congolais. Non, mais en sauvant le peuple congolais, il se peut passer pour quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Il signe des engagements avec Martin Fayulu et les autres à Genève. 24 heures après, il se retire. Il amène Vital Kamerhe au Kenya, à Nairobi. Il signe des accords. Aujourd'hui, Kamerhe est en prison. Il va signer les accords avec Kabila. Aujourd'hui, il est prêt à trahir. Qui vous dit que vous qu'il consulte, c'est que vous lui dites, si il advenait qu'il crée son union nationale, il va respecter ça, il ne va pas vous trahir. Ben, moi, c'est pour cela que je dis que... Qui a bu boira. C'est pour cela que je dis que le seul document qui doit unir les Congolais à leurs dirigeants s'appelle la Constitution. Et toute personne qui voudra qu'on lui signe des accords qui violent la Constitution ou qui sortent du cadre de la Constitution doit s'attendre à ce qu'on joue tôt ou tard, qu'on lui dise la Constitution n'accepte pas ça. Donc, si Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui, là, il fait des consultations et il veut nous faire signer un accord qui ne respecte pas la Constitution, moi, je ne signerai pas ça. Mais je veux aussi qu'il sache que, tôt ou tard, s'il y a un accord de ce genre-là qui sort du cadre de la Constitution, personne ne va le respecter. Donc, restons dans le cadre de la Constitution. Mais si Joseph Kabila, s'il parle de son accord-là, FCC cache. Si c'est un accord qui sort du cadre de la Constitution, nous, peuple congolais, nous ne sommes pas concernés par ça. Il peut écrire aux Nations Unies, écrire à tous les chefs d'État. Et d'ailleurs, ils doivent se moquer de lui. Ils doivent se dire, mais tiens, mais ce monsieur-là, il a quitté le pouvoir et il demande que son successeur fasse sa volonté. Mais c'est quel genre donc de président? Donc, moi, je crois qu'il se trompe des cibles. Il se trompe des cibles. Qu'il publie cet accord ouvertement, qu'il fasse une conférence de presse et qu'il vienne expliquer au peuple congolais ce qu'il y avait dans l'accord. Et nous allons lui répondre. Donc vous dites non à la prise en otage d'un pays par un accord et par un accord secret. Je dis non à la prise d'otage du peuple congolais, de la République démocratique du Congo, par Joseph Kabila, parce qu'il a dû manigancer un accord qui lui donne la protection contre les crimes économiques, les crimes de sang, les crimes de guerre et consorts. Nous ne reconnaissons pas cela. Nous voulons un état de droit et dans un état de droit, tout le monde doit répondre de ses actes. S'il a commis des crimes, il doit comparaître devant le tribunal. Et je voudrais en profiter aussi pour soutenir
L'appel qui est fait par notre compatriote docteur Denis Mukwege. Je voulais vous poser d'ailleurs cette question. Donc, Mukwege dit qu'il faut qu'on mette en place un tribunal international sur le cas de situations en RDC. Ça, Kabila ne veut rien entendre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait plutôt un tribunal de paix comme le tribunal d'Arusha qui a jugé les génocides au Rwanda? Il faut qu'on ait un tribunal international sur ce qui se passe au Congo. Je vais vous dire ceci. Si nous sommes dans une démocratie et nous sommes dans un état de droit, et qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté les droits des autres, qui ont violé la Constitution, qui ont violé les droits de la République, qui ont commis des crimes sur l'économie, mais également des crimes sur l'individu. Nous ne pourrons pas nous en sortir en ayant un régime d'exception. Nous ne pourrons nous en sortir que si nous avons des lois qui s'appliquent à tout le monde, en mettant en place un tribunal, et dans ce cas ici, le tribunal international pour le Congo. Au lieu d'avoir des individus congolais qu'on va envoyer à la CPI, on va les juger ici en République démocratique du Congo. Ce tribunal va avoir des juges congolais, mais également des juges internationaux. Toute personne qui estime qu'il a été lésé par des violations de ses droits par un dirigeant ou par qui que ce soit, qu'on amène cette personne-là devant le tribunal, qu'on juge la personne, qu'on condamne la personne, qu'il paye 2 amendes et qu'on sort. C'est comme ça que nous allons tourner la page. Et je voudrais aussi en profiter pour dire ceci. Il y a eu une enquête menée par les Nations Unies. Cette enquête est confinée dans un rapport qu'on appelle le rapport Mapping. Et ce rapport a été remis en main propre dans les mains de Joseph Kabila pendant qu'il était président de la République. Il y a même une annexe à la fin qui donne les noms des individus, de ce qu'ils ont fait comme crime, et le nom de Joseph Kabila est repris là-dessus. Tout le monde le sait. Nous demandons qu'on mette en place ce tribunal-là et que les gens qui étaient identifiés comme des criminels, parce qu'ils sont supposés encore être innocents jusqu'à ce qu'on les juge, qu'ils comparaissent devant ce tribunal-là, et en ce moment-là, nous allons tourner la page. Mais on ne va pas sortir donc de ce système en ayant un Joseph Kabila qui prend tout le monde en otage et qui dit aux gens du FCC, si vous allez aux consultations, vous savez quoi? Nous allons prendre des mesures de représailles contre vous, en menaçant tout le monde, en menaçant de pouvoir ramener le Congo aux guerres fratricides donc de 1960, parce que lui, Kabila, ne veut pas qu'on puisse donc le juger. Nous ne sommes pas d'accord. Vous rêvez de voir un jour Kabila devant son juge naturel pour rendre compte de sa gestion. Hein? Je rêve, moi, du jour où la justice sera rendue au nom de ceux qui sont morts dans notre pays inutilement. Et je rêve de ce jour où la justice va être rendue à tout le monde de façon transparente. Si Kabila n'est pas accusé de quoi que ce soit, il ne doit pas comparaître. S'il est accusé, il doit comparaître comme tout le monde. Je ne veux pas un tribunal mis en place pour Joseph Kabila. Je veux un tribunal international mis en place pour tout le peuple congolais, pour que nous puissions tourner la page et ceux qui ont commis des crimes puissent comparaître devant ce tribunal. Noël Tchani, on va finir la page politique avec les consultations. La caméra, elle est là. Les Congolais vous regardent. Vous attendez quoi à l'issue de ces consultations? Pour vous, la réussite de ces consultations, ça sera quoi? Pour moi, la réussite de ces consultations, c'est déjà le fait que les peuples congolais se parlent. Nous nous parlons, nous nous exprimons devant les autorités suprêmes du pays en donnant notre avis. C'est déjà un point de départ parce que nos points de vue vont être intégrés dans la conception de l'action gouvernementale qui sera mise en œuvre par l'équipe qui sera donc en place. C'est déjà un point de départ. Deuxième élément, je souhaiterais qu'on puisse mettre fin à la coalition FCC-CACH parce que cette coalition a été nocive. Elle a été néfaste pour notre pays. Elle a été destructrice pour ce que nous devons faire en tant que pays. Les mots sont quand même graves, hein? Ils sont durs, hein? Vous êtes trop dur avec. J'ai bien mesuré les mots. Donc, maintenant qu'on met fin à cette coalition-là, il faut qu'on trouve donc des portes de sortie. La porte de sortie, je la vois comment? Je veux que le président de la République désigne un informateur, quelqu'un qui va parler à tout le monde, déjà au niveau du Parlement que nous avons. Parler à chacun des députés pour savoir s'il veut rester dans l'ancienne configuration de la majorité parlementaire ou bien s'il veut adhérer à cette idée d'une union sacrée de la nation, c'est-à-dire une nouvelle majorité parlementaire autour du président de la République. Et si nous arrivons à identifier suffisamment de gens, et je comprends qu'aujourd'hui, on a plus de 280 députés qui sont déjà disposés à faire partie de la nouvelle majorité parlementaire de l'union sacrée. Ça, c'est des slogans ou c'est vrai, ça? C'est ça, les informations que j'ai. Ok. Alors, maintenant, si cela est le cas, la conséquence, c'est quoi? Le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Mme Mabunda tombe. On va mettre en place un nouveau bureau pour refléter cette nouvelle répartition des tâches au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Le gouvernement Ilunga Ilunkamba tombe. On va mettre en place, et le président devra désigner un nouveau Premier ministre conformément à la nouvelle majorité parlementaire.
Et le nouveau gouvernement, j'espère qu'il ne sera pas composé de 67 ministres. Ce sera un gouvernement restreint, mais un gouvernement de mission pour maintenant mettre en place la nouvelle vision gouvernementale qui va sortir de ces consultations. Et c'est comme ça que les choses vont recommencer. Mais si cela ne peut pas aboutir, cette démarche-là, en ce moment-là, je pense que le chef de l'État n'aura pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale, de réorganiser des élections au moment opportun. Noël Tiani, je voudrais qu'on revienne encore sur l'actualité économique. Il y a eu une polémique cette semaine entre d'un côté l'inspection générale des finances et de l'autre le ministre des Finances. L'IGF a alerté le président de la République dans une lettre pour lui dire qu'il s'étonnait que la Banque centrale, les finances publiques n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, mais que les primes, que ce soit au niveau du ministère des Finances, que ce soit au niveau de la primature, soient payées. Il a reçu une réponse sanglante du ministre des Finances qui dit qu'on ne peut payer que ce que l'on reçoit et qu'avec la Covid, les finances sont au rouge, il y a des problèmes pour la mobilisation des recettes. Que faut-il faire pour finalement résoudre ces problèmes de modicité, de renflouement des caisses de l'État, Noël Tiani? La première chose, je crois que quand on a une configuration gouvernementale, il est important que les ministères régaliens reviennent sous le contrôle du chef de l'État pour travailler avec lui et lui permettre de réaliser sa vision. Dans ce cas ici, le ministère des Finances est un ministère régalien, mais qui appartient au FCC qui fait la guerre au président de la République. Ils font tout pour saboter l'action du chef de l'État. Je ne suis pas d'accord avec le ministre des Finances. Lorsqu'il dit que les recettes ont baissé, il n'y a pas longtemps, il a fait une interview. Et moi, j'étais interviewé à la même occasion par la Radio France Internationale. Et lui, il a réagi en disant, moi je disais, j'alertais les gens que d'ici la fin de l'année, on n'aura plus de réserves d'échange. Le pays va se retrouver dans une spirale inflationniste parce que si la Banque centrale ne peut plus intervenir sur les marchés d'échange à cause de la modicité des réserves d'échange, ça veut dire que la dépréciation monétaire va s'accentuer, l'inflation va augmenter, on va aboutir à une spirale inflationniste qui aura un effet considérable sur le pouvoir d'achat de la population. Le ministre des Finances est intervenu, je peux retrouver donc cet audio-là, où il a dit, après, on a connu des problèmes parce qu'à cause de la Covid-19, et maintenant, les recettes publiques ont commencé à augmenter, donc on ne devrait plus avoir de problèmes. Je suis surpris aujourd'hui qu'il dit le contraire. Donc il ne sait pas de quoi il parle. Moi, je voudrais dire au ministre des Finances, au lieu de payer les primes, il faut d'abord payer tout le monde. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires de l'État, ils ont des petits salaires. 100 000 $, 200 000 $, 300 000 $ donc par mois, ils ne dépendent que de ça pour arriver donc à vivre. Vous payez des primes exorbitantes aux gens qui travaillent avec vous, mais vous laissez la majorité des Congolais, les fonctionnaires de l'État, impayés. Je trouve que c'est tout à fait inadmissible. Donc l'inspecteur général des finances, que je salue au passage, monsieur Jules Alinguete, c'est qui est ou bien qui est Alinguete, il fait un travail extraordinaire de pouvoir alerter le pouvoir public quand il y a dérapage donc dans ça devient de la théâtralisation. Il alerte, il n'y a rien. Il a parlé des exonérations ici. Égal est toujours exonéré. La société d'Olive Lembe ne paye toujours pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de lenteur. On dit qu'il commence à devenir une sorte de dindon de la farce. C'est parce qu'il crie et rien n'échange. C'est ça le problème, M. Tchani. Mais maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle le président a initié ces consultations et on devrait aboutir à ce que le gouvernement tombe et qu'éventuellement qu'on ait dans des fonctions régaliennes des gens qui peuvent travailler avec lui. Donc il ne faut pas qu'on soit comme des dindons de la face. Nous répétons les mêmes choses qui n'avancent pas le pays. Moi, je dirais que l'inspection générale des finances fait un bon travail. Il faut que le ministre des Finances soit conséquent avec lui-même, qu'il ne change pas des versions de ce qu'il dit en fonction de quand il parle à RFI ou bien on parle donc aux journalistes donc locaux. Parce que moi, je me rappelle qu'il avait dit il n'y a même pas 3 mois, il avait dit que les finances s'étaient améliorées considérablement et que d'ici la fin de l'année, c'est que moi je prévoyais, la catastrophe financière ne va pas arriver. Mais j'ai l'impression qu'elle est arrivée beaucoup plus tôt qu'on avait donc pensé. Donc, monsieur le ministre, payez les fonctionnaires de l'État parce que leur survie de tous les jours dépend de leur salaire. S'il vous plaît, enlevez les primes exorbitantes que vous êtes en train de payer à vos copains autour donc de vous. Payez donc la majorité des Congolais qui sont des fonctionnaires de l'État. Vous ferez œuvre utile pour notre pays. Noël Tiani, parlons des réserves d'échange. Kabila nous laisse avec 1,2 milliard de réserves d'échange. Vous dites que c'est rien. Vous dites que le Nigeria, c'est 57 millions. Vous avez dit ici, c'est tel, c'est autant. Mais à l'heure actuelle, nous en sommes à 500 millions.
De 1,2 milliard, nous en sommes à 500 millions. C'est quoi le problème? La mauvaise gestion du régime Kabila, plutôt Félix-Antoine Tshisekedi, ou c'est un problème au niveau des manques des poignes à la Banque centrale? Il y a une combinaison de choses, mais je voudrais déjà disputer le fait que les gens pensent que Kabila nous a laissé avec beaucoup de réserves d'échange. Les chiffres là sont maquillés. C'est de la gymnastique financière qui a caché la vérité. Et je vais vous détailler cette vérité-là pour que vous puissiez arriver à bien comprendre. Pendant que Kabila nous dit qu'il nous a laissé 1,2 milliard de dollars de réserves d'échange, qu'est-ce qu'il nous avait aussi laissé et qui nous a caché et qui n'a jamais révélé aux Congolais? Il avait laissé des arriérés des salaires aux fonctionnaires de l'État de plusieurs mois, allant jusqu'à 1 an, 2 ans, des fonctionnaires de l'État qui n'étaient pas payés. Les fonctionnaires de l'État dans les entreprises publiques n'étaient pas payés. Il y a des entreprises publiques qui accusaient donc des arriérés des salaires de plus de 4-5 années. La SNCC que dirigeait M. Ilunga Ilunkamba n'a pas payé des gens depuis peut-être 4 ans, depuis 5 ans. La MIBA n'a pas été payée. Plusieurs entreprises, c'est comme ça. Mais en plus de cela, il y a eu la dette intérieure. On ne paye pas la dette intérieure depuis plusieurs années. La dette intérieure congolaise s'élève à 3,7 milliards de dollars. C'est-à-dire des entreprises congolaises et des Congolais qui ont vendu des services à l'État, mais qui ne sont pas payés. 3,7 milliards de dollars. La dette extérieure, 4,5 milliards de dollars. Mais quand on prend simplement la dette intérieure, 3,7 milliards de dollars, qui ne sont pas payés, vous comparez à 1,2 milliard de dollars qu'on nous dit qu'on nous a laissé comme réserve d'échange. Faites la soustraction, vous allez voir qu'il n'y avait pas de réserve d'échange. Donc c'est une gymnastique pour maquiller, pour montrer que Kabila était un bon gestionnaire, qu'il a laissé à Félix-Antoine Tshisekedi beaucoup d'argent, mais les problèmes sont tombés sur la tête de Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'il doit payer la dette que Kabila a laissée. C'est ça la vérité. Notre pays n'a pas de réserve d'échange suffisante pour faire quoi que ce soit. Et ce problème-là vient de la gestion du pays par Joseph Kabila pendant très longtemps, parce que tout l'argent qui devait aller dans la construction des réserves d'échange, devinez où c'est parti? C'est parti dans les comptes personnels de M. Joseph Kabila. Il est aujourd'hui l'homme le plus riche de la RDC. 120 concessions minières à lui seul et lui et sa famille. En plus de cela aussi, M. Kabila a acheté des portions de terre sur le territoire congolais qui étonnent l'île de Matebe au Bas-Congo. Vous savez que ça appartient à Joseph Kabila. Il y a plusieurs concessions minières comme ça. Où est-ce que lui, il a trouvé de l'argent pour ça? Même des bâtiments de l'État dans lesquels il a vécu. La maison de GLM où il a vécu, qui était la résidence donc, du chef de l'État, il dit que ça lui appartient. Il a construit Kingakati pendant qu'il était au pouvoir avec des fonds publics. Il dit que ça lui appartient. Tout appartient à Joseph Kabila. Et il nous dit qu'il nous a laissé 1,2 milliard de dollars, donc de réserves d'échange. Non, monsieur. Il nous trompe. Il nous a maquillé des chiffres. Il a laissé des problèmes sur le dos de son successeur. Et aujourd'hui, il veut justifier son retour au pouvoir en disant son successeur n'a pas été en mesure de régler les problèmes de la population. Mais ce sont des problèmes que lui a laissés, qu'il avait donc cachés sous la table, qui commencent à surgir aujourd'hui. Donc vous comprenez qu'on parte de 1,2 à 500 millions aujourd'hui. Donc il n'a pas de choix, il doit toucher aux réserves d'échange. C'est ce que vous voulez dire? Non, il n'a pas de choix. Pourquoi? Parce que les problèmes que Kabila a laissés, il faut payer. Je donne l'exemple. Mais qu'il bouche les trous, par exemple, des coulages de recettes. Là aussi, c'est un problème. On dit que à la DGDA à Lubumbashi, là-bas, on parle des sociétés. On dit que Jeannette a fait ceci. On dit que Zoé a fait ceci. Il nous faut quand même une poigne pour récupérer tout ça. Mais on ne peut pas dédouaner Tshisekedi comme ça, M. Tchani. Vous avez tous suivi dans la presse que Olive Lembe a des millions de containers au port qui ne veulent pas payer donc des droits de douane. Il faut qu'elle paye. Vous avez suivi que la société Égale, qui appartient à M. Youma, mais également à la famille de Kabila, doit environ 800 millions de dollars donc, à l'État. Il faut qu'il paye. Donc, si M. Kabila veut rendre œuvre utile, il faut qu'il demande à sa famille, à sa femme, à tous ses associés, à ses acolytes donc du FCC, de pouvoir payer leurs obligations à l'État de l'État congolais. S'ils font ça, l'argent va entrer dans les caisses de l'État. On va utiliser cela pour augmenter les réserves d'échange, pour payer les fonctionnaires de l'État, mais également pour rembourser la dette intérieure. Parce que quand on a accumulé la dette intérieure, vous savez quoi? Ça paralyse l'économie. L'économie ne tourne pas. Les entreprises congolaises sont asphyxiées. Donc il faut qu'on trouve cet argent-là. Et la solution se trouve dans les mains de M. Joseph Kabila, parce que c'est lui qui empêche que sa famille et les entreprises affiliées avec lui arrivent à payer leurs obligations à l'égard de l'État congolais. On va terminer. Un mot sur la BIAC. C'est un dossier que vous suivez avec particulière attention. Nous en sommes où exactement aujourd'hui? Beaucoup
accusent Mutombo, ils disent qu'est-ce qui arrive à la Banque centrale et plutôt à la BIAC avec les pauvres épargnes des citoyens, c'est tout simplement la preuve de l'incompétence du gouverneur Mutombo de la Banque centrale, qui n'a pas su gérer la question des problèmes que la banque avait. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause de Deogracias Mutombo, à cause de l'incompétence de la Banque centrale. Est-ce que vous partagez la même vision? C'est exactement la même chose. Je partage totalement cette position-là. Pourquoi? Parce que la BIAC avait certes des problèmes en 2016. Elle avait des problèmes d'illiquidité parce qu'elle n'arrivait pas à faire face à ses dépôts. Elle avait des problèmes donc de sous-capitalisation parce que son capital ou les fonds propres appartenant aux actionnaires étaient très réduits par rapport aux normes prudentielles. Et la BIAC avait un problème donc de la clientèle. Pourquoi? Parce que beaucoup de gros clients étaient en train de quitter la banque pour aller ailleurs. Mais au-delà de cela aussi, il y avait un problème de créances, de mauvaises créances, étant donné que certaines des créances étaient dues par l'État ou les entreprises affiliées avec l'État ou les entreprises publiques, mais ces créances n'étaient pas remboursées, si bien que la banque n'avait pas donc du cash pour fonctionner normalement. La banque avait élaboré à l'époque un plan de restructuration qui nécessitait d'être mis en œuvre, mais avec des moyens financiers importants. La Banque centrale est arrivée là-bas sous le dictat du Premier ministre Matata Ponyo, et la Banque centrale a décidé de mettre cette banque-là, la BIAC, sous administration provisoire. Administration provisoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le gouverneur de la Banque centrale a désigné un ancien cadre de la Banque centrale, retraité d'ailleurs, pour le mettre comme directeur général ou chef du comité d'administration provisoire, de l'équipe d'administration, pour gérer cette banque-là. Maintenant, une fois que vous avez pris cette décision, vous devenez partie de la gestion de la banque, de la BIAC. C'est-à-dire que vous garantissez au peuple congolais que la BIAC va être sauvée. Il s'est fait que 4 ans plus tard, cette équipe a fait tellement un mauvais travail que la Banque centrale a décidé aujourd'hui de la mettre donc en liquidation. Mettre en liquidation, c'est-à-dire que la banque cesse d'exister comme institution et vous devez vendre ces biens maintenant pour rembourser les dépôts des déposants ou rembourser donc les créanciers. Mais qui liquide? Voilà, la première décision était que la Banque centrale avait mis cette banque en liquidation en désignant un liquidateur. Maintenant, les actionnaires sont allés se plaindre au Conseil d'État en disant pourquoi faire une liquidation forcée alors que nous, les actionnaires, nous voulons faire ce qu'on appelle la liquidation volontaire. Nous reconnaissons que notre banque a des difficultés. Permettez-nous de désigner un liquidateur et de liquider les biens de la banque, de rembourser les déposants. Si à la fin du processus, on trouve qu'il y a un trou pour pouvoir rembourser tous les déposants, les actionnaires sont disposés à mettre de l'argent pour combler donc ce trou-là. Aujourd'hui, le trou s'élève à combien? D'après les chiffres préliminaires que j'ai reçus, depuis que la banque a été mise en administration provisoire, il y a un trou de 80 millions de dollars qu'il faut trouver, du fait donc de la mauvaise gestion de la BIAC par la Banque centrale, donc 80 millions de dollars. En plus de cela, on estime que l'État congolais doit à la BIAC 70 millions de dollars. Ça fait 150 millions. Moi, je pose la question de savoir, et les actionnaires même de la BIAC, parce qu'ils font partie aussi du problème. Ils avaient emprunté aussi l'argent auprès de la BIAC. Monsieur Blattner, qui est le propriétaire donc de la banque en réalité, a plusieurs entreprises. Ces entreprises ont obtenu des crédits de la part de la BIAC. Je voudrais connaître le montant total de ce qui est dû par les actionnaires. On connaît le montant qui est dû par l'État, le montant qui est dû par la Banque centrale, qu'on connaisse le montant des actionnaires, qu'on désigne un auditeur indépendant qui va faire l'audit de la BIAC à la fin de l'année 2016, au moment où la banque a été prise sous administration provisoire, qu'on fasse l'audit aussi de la BIAC aujourd'hui, au moment où elle est mise en liquidation, et on va déterminer les responsabilités donc de chacun. Après avoir fait cet exercice-là, moi, mon souhait, c'est qu'on arrive à dégager suffisamment d'argent pour que tous les déposants soient remboursés. Qu'aucun Congolais ne perde de l'argent à cause de la mauvaise gestion de la BIAC par la Banque centrale, de la mauvaise décision de la politique économique par le gouvernement et surtout de la cupidité, de la mauvaise volonté des actionnaires. Qu'on arrive donc à sauver les dépôts des épargnants. Monsieur Noël Tchiani, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, la main sur le cœur.
C'est à moi de vous remercier. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était Monsieur Noël Tchani, que vous connaissez d'ailleurs. Mais il y a quand même des gens qui voudront bien entrer en contact avec vous. Hein. La plupart nous appellent quand vous passez. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous avez un siège, vous avez un numéro. Oui. Ils peuvent vous joindre par où? Oui, je souhaiterais donc leur donner des moyens de nous contacter. Ils peuvent envoyer un message WhatsApp ou bien appeler le numéro plus 243 81 50 99 337. Ils peuvent envoyer un message pour dire simplement qu'ils sont, nous indiquer ce qu'ils veulent qu'on puisse... vous dites plus 243 Plus 243 81 50 99 337. Ou bien aussi, vous pouvez cliquer sur notre chaîne YouTube Force du Changement et vous allez recevoir toutes les informations que nous diffusons, les vidéos, les programmes que nous avons, les conférences que nous tenons. Je vous informe que ce samedi, je vais animer une conférence. Malheureusement, je ne connais pas l'endroit. Je suis invité par Web Entrepreneur du journaliste Arnold Tiani. Si vous savez entrer en contact avec lui, il va vous dire exactement où se tient la conférence sur comment aider l'entrepreneuriat congolais, aider les jeunes entrepreneurs à obtenir donc des financements. Et je suis l'un des speakers à cette conférence-là. Prenez donc rendez-vous en allant chercher M. Tchani sur YouTube avec la chaîne donc les Forces du Futur. Force du Changement. Force du Changement, c'est là-bas où vous appelez au numéro qu'il vous a donné. Vous aurez toutes les informations concernant M. Tchani et concernant son organisation. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui nous a permis d'entrer en contact avec vous. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.